Ce corps qui a trop vieilli, qui ne sait plus ce qu'il a été et qui sait trop bien ce qui deviendra. La chambre en longueur, corridor, avec au fond une fenêtre et des persiennes que le soleil visite par instants comme s'il pleuvait. Cependant, Alfred Tulip a du mal à imaginer la pluie à cette époque de l'année. Plus tard, à l'équinoxe d'automne, il y pense, on lui en a parlé. Entre deux verres de manzanilla, patio d'ombre et de gouttelettes, impossible de revoir en pensée le jet d'eau. Il voit le lit au drap défait, le crucifix d'ébène. Quelquefois, il s'agit de lits superposés. Il s'approche, gravit de ses échelons, et il n'y a personne là-haut. Il redescend et constate qu'il n'y a pas non plus de lit superposé. Il ne recule pas loin, car la chambre est un couloir. La lumière des persiennes atteint péniblement l'endroit où se trouve le lit, perpendiculairement au mur qui fait face à la fenêtre. 5 mètres de long, dit-il au jugé, mais il ne s'adresse qu'à lui-même. Il marche pendant 5 mètres approximatifs, touche le mur, entre le lit et le mur de gauche, le lit est à droite. Il pivote, sans se faire d'illusion, c'est bien une fenêtre. Il refait 5 mètres, ce sont bien des volets à persiennes. Il touche un carreau, l'espagnolette frémit, il empoigne, elle résiste, elle résistait hier, pourquoi ne résisterait-elle pas aujourd'hui? Et demain, elle résistera. Et le bruit du carreau cassé se conclura par l'irruption de 2 types à la bouche cousue. Ils sentent le tabac et l'eau de colonne du bain hebdomadaire. La seule sortie de la semaine. Avec une cagoule sur la tête, et l'un d'eux brandit une seringue au liquide jaune pipi. Observation vite faite avant que la cagoule occulte tout ce qui va se passer ensuite. Le glissement sur un plancher qui craque, le dallage froid aux pieds nus, l'eau qui frappe, la main qui torchonne la peau. Entre les jambes insiste, il les écarte, ne ressent aucun plaisir, puis il pivote, comme dans l'espace, en l'absence de gravité. Il retourne la tête à l'envers, quelqu'un frotte énergiquement ses cheveux, la porte claque, la cagoule a disparu, sans laisser de traces. S'il casse un carreau, les 2 types s'amènent, mais cette fois, on ne recommence pas comme pour la toilette hebdomadaire. Il pique 2 piqûres, et quand il se réveille, le carreau est intact. Alors, depuis, c'est arrivé 2 fois, il ne le casse plus. Il ne gueule plus qu'il a failli mourir à cause d'un assassin. Il ne sait rien de l'assassin, qui ne l'a pas tué, mais qui a laissé sa trace, une cicatrice en forme de croix, qui a impressionné le tribunal. Elle démange le matin, après le réveil. Ses ongles ont du mal à atteindre cette zone lointaine de son propre dos. Il se contorsionne, par terre, que le lit est étroit, et le voisin du dessus se plaint d'avoir été réveillé, alors qu'il faisait un rêve érotique. Mais la chambre aussi est étroite, et tandis qu'Alfred se contorsionne, ses pieds heurtent les murs, et ça met fin au rêve érotique, ou bien le voisin du dessus n'a jamais existé, il est inventé, il est seul. Et la nuit n'existe plus depuis qu'il vit dans cette chambre au couloir. Même la lumière ne change pas de nature, comme qui dirait une lumière de jour et une autre de nuit. C'est toujours la même lumière, et il ne sait toujours pas sur quoi donne cette fenêtre si on l'ouvre. Mais on ne l'ouvre pas. À peine le carreau cassé, les 2 types enfoncent la porte et piquent, inutile de recommencer. On ne peut même pas fumer, ni boire, ni se masturber. On ne peut que parler à voix haute, sans hausser le ton, parce que le ton, comme le carreau, peut donner le signe d'une intrusion qui se solde par le sommeil, après une lutte perdue d'avance. Mais il n'entend pas de voix, il a entendu au tribunal. Il se souvient que les journaux le plaignaient, mais il disait aussi qu'il avait eu de la chance, la lame n'avait pas tranché l'aorte ni la poitrine épinière. Et il avait encore un poumon pour respirer comme tout le monde. Puis il avait descendu les marches du palais de justice, et il s'était perdu dans une vie qui n'était pas la sienne. Il avait même disparu. Les journaux avaient parlé de sa disparition. Il en avait trouvé un dans une haie où résidaient des perdrix qu'ils avaient effrayés. Et quelqu'un avait signalé cet habitant de haie, et on l'en avait extrait. Les journaux parlaient, certes, mais lui, il avait perdu la parole, comme si la lame avait tranché ses cordes vocales. Il ne les sentait plus, comme avant. Ah, mais il avait eu le temps de crier, et la porte s'était refermée. Impossible de se souvenir de ce qui s'était passé entre ce cri et l'ouverture de la porte. Tout avait disparu. Il ne restait plus rien. Et il ne restait pas grand-chose de ce qui s'était passé entre la douleur provoquée par la lame et l'entrée dans le tribunal. Il se souvenait très bien de ces audiences interminables. Il était parfaitement capable d'en écrire le récit, mais personne n'avait songé à le lui demander. Et il ne disposait pas de quoi écrire. Le voisin du dessus avait beau être docile, il n'écrivait pas.
Et c'est quand il voyait bien qu'il n'y avait ni lit superposé au sien, ni voisin du dessus, ni bossu pour écrire, qu'il se sentait seul, incroyablement seul. Seul dans un pays étranger. Personne ne l'avait mis dans un train. On n'entendait pas les trains, même en collant son oreille contre le carreau. Tout juste il entendait les enfants, comme d'habitude, jouer. Et quand il ne jouait pas, il disparaissait, et il se couchait sans savoir s'il était jour ou nuit, ni s'il avait sommeil ou simplement envie de rêver à autre chose. De plus, tout ce qui était écrit sur les murs n'était pas de lui. Il lisait cette langue, il écrivait même. Mais il n'était pas l'auteur de ces récits, qui n'en formaient peut-être qu'un. Mais comment savoir ce qu'il formait, si jamais il formait quelque chose, puisqu'il était impossible de savoir par où commencer, et surtout en quoi finir. Il avait renoncé depuis hier à résoudre ce problème, qui n'avait d'ailleurs peut-être pas de solution. Et comme personne ne venait effacer ses écritures, il supposa qu'elles ne représentaient aucun danger pour l'équilibre déjà fragile de son esprit, qui souffrait terriblement d'avoir été menacé de mort par un autre homme. S'il avait succombé à cette attaque, avec ou sans souffrance, il ne serait plus là pour y penser. Seulement, il avait survécu. Et il se souvenait de tout ce qui s'était dit et démontré pendant le procès. Soulignons qu'une hypothèse n'était demeurée sans solution. Ces démonstrations étaient exemplaires, autant que les romans de Cervantes. Il avait lu tout Cervantes, et la présidente du tribunal s'en était étonnée, demandant de préciser, parce que c'est toujours ce que l'on demande à un étranger qui vient d'être transpercé par une lame nationale. Il avait présenté un début de preuve, et la présidente avait estimé que ça suffisait comme ça. L'assassin, qui avait failli en devenir un, regardait le plafond où rien n'était peint. Alfred avait déjà pris l'habitude de gratter la cicatrice qui, à l'époque du procès, était encore fragile, à tel point que de temps à autre, quelqu'un, qui pouvait être un enfant, pointait son doigt en direction de la tache, et quelqu'un d'autre, il ne savait plus qui, apportait une chemise fraîchement repassée. L'existence s'était emplie d'autres automatismes, comme par exemple celui ou celle qui le contraignait à changer de direction parce qu'il avait commencé à uriner contre un mur. J'en passe, pensa-t-il ce jour-là, qui était le dernier. C'était décidé, il en avait par-dessus la tête de reproduire les mêmes effets, à tel point qu'il ne s'intéressait plus aux causes, comme ce carreau ou la question de savoir comment il entrait dans une chambre sans porte, une porte qui grinçait violemment, ou pas, en s'ouvrant et qui claquait, ou chuintait, en se refermant, n'ayant pas apparu ni disparu. Il observait la chose, en général, depuis son lit, où il était couché comme un mort, les mains en croix, sur sa poitrine, toujours haletante, ou bien il venait de provoquer une intervention d'office, et il était déjà en train de ramasser les brisures du carreau au lieu de les compter. Il ne savait pas ce qu'on attendait de lui. S'il criait, pourquoi on lui répondait comment? Et s'il ne savait pas dire comment, il se taisait. On ne les entendait plus. On n'entendait que les enfants, leurs cris de joie intense ou de frayeur aussi bien joués. Sans fleurs pour égayer le moment où au moins 7 espaces tout en longueur, étroits et obstinément hermétiques, si jamais l'esprit s'aventurait à tenter d'en déchiffrer le ou les récits. Le plafond était un plafond ordinaire, avec ou sans trace de suie, toile d'araignée, fissure ancienne, impact de ballon ou de chic. On pouvait le voir en se couchant. Toutefois, aucun lit ne se superposait. On percevait clairement la perspective et les trajets de lumière entre les ombres et les reliefs. Mais aucune histoire n'y était inscrite. Personne n'avait songé à utiliser le plafond pour exprimer ce qui devait forcément relever du désespoir. Mais cela s'expliquait. En l'absence de lit superposé, il n'y avait aucun moyen d'atteindre cette surface mise à l'envers et surtout très haut. Et si le lit se superposait, sans qu'on sache pourquoi ni comment d'ailleurs, le bossu y couchait, et il n'était alors pas question de lui demander de se pousser un peu, il n'avait pas l'air de comprendre. Aussi Alfred, pourtant plein de son récit, avait renoncé à le coucher à l'envers, sur le plafond. Avec quoi d'ailleurs? Avec son sang? Comme dans un roman à la con? En préparant un composé de salive et de poussière pour servir d'encre, et avec le doigt pointé en l'air, les jambes de chaque côté du bossu, qui n'arrêtait pas d'exprimer sa plainte de propriétaire illégalement squatté par un faux cadavre échappé d'un tribunal comme on s'évade d'un asile de fous.